C'est un beau mot. La traduction, c'est dire, mais elle n'est pas prévue en 14, la traduction? Bien, je vous propose que nous entamions cette conversation avec ceux qui sont en retard ou encore en train de déguster un café, nous rejoignent au fur et à mesure. On va aller plus avant dans la présentation de cet ouvrage et je me disais que pour aboutir à ce résultat, j'aimerais vous citer Arthur Schopenhauer. C'est un vieux copain, enfin, en tout cas c'est un vieux copain parce que ça fait 25 ans que je me permets de le citer dans ce genre de réunion. Donc vous savez que cet Arthur Schopenhauer, pré-existentialiste, etc., il détestait les femmes, pardon mesdames. Il adorait les caniches et il les faisait empailler parce qu'il y avait des caniches et il les faisait empailler. Et surtout, il avait une formule que je trouve exceptionnelle et qui correspond bien finalement au challenge constitué par l'idée de faire ce livre. Et la formule était la suivante, qui était une formule qui est un paradoxe. Et il disait, vous n'avez aucune chance, mais saisissez-la. Et je trouve que la formule est magnifique quand on a affaire à, à ce travail-là. Et on imagine bien que si on part du 11 septembre, si on a les idées nationalistes diverses et variées, si on a les clichetons, passez-moi la trivialité, dans la tête, on imagine que réussir à faire un ouvrage comme celui-là suppose un certain nombre de volontés plus résistantes les unes que les autres. J'ai dit résistantes. Alors je vais laisser tout de suite Michel Gendreau-Massalou, qui est responsable des pôles formation, enseignement supérieur, recherche à la délégation interministérielle à la Méditerranée, intervenir. Parce que je sais que vous devez nous quitter dans 10 minutes ou un peu moins de 10 minutes très précisément. Et on parlait de mots, et notamment de mots de minuit, pour ce qui me concerne tout à l'heure. Et les mots qui vous concernent vous, il y a résistance, je viens de le citer, il y a pluriel, il y a oxymore, c'est tant mieux, il y a histoire sans fin et il y a traduction. Qu'est-ce à dire? D'abord, c'est un hommage que je voudrais rendre à tous ceux qui, depuis tant d'années, après que Jacques Kunzinger, qui est à mes côtés, ait en effet réuni ces états généraux culturels, dans la société civile, qui est à l'écoute de ce grand risque qui affecte en ce moment nos pays, de ce grand délabrement mental qui pourrait conduire à de l'irréversible. Depuis tant d'années, ces résistants, ce sont des professeurs. Ce sont des professeurs qui se sont mis au travail depuis longtemps, qui n'ont jamais cessé de se réunir, qui n'ont jamais cessé de penser qu'il y avait une issue positive à ce travail qui pourtant était souterrain, discret. Et je voudrais dire que pour moi, si ce livre qui est magnifique existe aujourd'hui, c'est un formidable espoir aussi de voir que cette résistance est une sorte de symbole de ce qui, je crois, existe dans beaucoup de sociétés de tous les pays de la Méditerranée et qui est à l'œuvre dans les déchirements, dans les fractures, dans les dangers, dans tout ce qui nous atteint profondément, ça a été dit. Et je crois que c'est notre espoir, ces résistants.
C'est l'espoir qui, aujourd'hui, prend la forme de ce livre. Alors d'abord, il a consisté à soulever tous les clichés, soulever les lieux communs, soulever les représentations qui avaient été instrumentalisées par les idéologies nationalistes, anticoloniales ou coloniales ou nationales tout simplement, et à faire table rase de ces fausses idées communes pour retrouver du commun, pour retrouver un véritable lieu commun. Et je voudrais souligner en particulier qu'il y a quelque chose que je ne connaissais pas pour ma part et qui m'a semblé très important dans cette déconstruction des idées communes et qui s'appelle des cartes chorématiques. Les cartes chorématiques n'ont pas des frontières qu'on peut repérer comme conventionnelles. Elles montrent que la Méditerranée est à la fois une mer quasi fermée et en même temps une mer ouverte sur tous les autres continents et sur tous les autres océans, qu'elle passe par l'histoire du monde. La géographie montre la géographie du monde à travers l'histoire de la Méditerranée comme histoire du monde concentrée en Méditerranée. Et ces cartes chorématiques qui réorganisent l'espace, elles montrent non pas des frontières ou des conventions, le nord contre le sud, elles montrent des flux, elles montrent des forces, elles montrent que ces forces ont différents lieux qui s'égrènent autour de la Méditerranée. Et elles nous apprennent, et c'est en effet mon deuxième point, que s'il y avait plusieurs histoires de la Méditerranée, plusieurs facettes, une multiplicité, un conglomérat que chaque histoire nationale essayait de tisser, de fait, si l'on veut faire de l'un, alors on restaure la complexité des centres et des périphéries. Tout est centre en Méditerranée et tout peut devenir, lorsque l'histoire impose qu'il y ait des vainqueurs et des vaincus économiques, politiques, qu'il y ait des périphéries. La notion de périphérie, il faut la concevoir comme politiquement bien faible par rapport à la force de la société civile et de ces héros méditerranéens. Et de mon point de vue, si l'on veut faire le lien avec le politique, cela voudrait dire sans doute que l'on fasse attention à revoir les présupposés même de ce que l'Europe appelle la politique de voisinage. Y a-t-il des voisins en Méditerranée? N'y a-t-il pas que des centres de la vie de la Méditerranée? C'est ce que nous dit ce livre à travers la complexité, à travers cette vision holistique qui refuse la simple juxtaposition. Et de ce fait, il nous apprend à penser, en effet, par couple. Là où nous pensions que les notions étaient contradictoires, il nous apprend à penser que les conflits sont aussi des échanges, que les héros sont aussi parfois des ennemis et qu'il faut les voir sous les deux jours à la fois. Il nous apprend à voir que les déchirures dont nous souffrons sont aussi les émergences de ce que nous ne savons pas, mais qu'il faut conforter pour que la conscience méditerranéenne, partout, porte les sociétés à faire émerger ceux qui pensent l'au-delà de chacun, l'extériorité, comme étant à la fois, c'était d'ailleurs, je crois, votre premier propos, intérieur à chaque pays, à chaque individu de la Méditerranée qui porte à la fois ce qu'il croit être, mais aussi son inquiétante étrangeté, l'altérité méditerranéenne qui le constitue où qu'il vive. Et puis, les prolongements. Cette histoire, elle est ouverte. Elle donne tort à Hegel qui croyait que l'histoire était fermée parce que cette histoire de l'histoire ne sera sans doute jamais terminée, pas plus que l'histoire méditerranéenne elle-même, si on réussit à en faire une histoire de construction, d'émergence tranquille, pacifiée. La plateforme interactive sera un premier moyen de faire vivre ensemble les pays dans une révision permanente de ce que dessine cette histoire. Les États, les ministres seront associés, les institutions de formation des maîtres, et je partage pleinement ce qui a été dit aussi, il est bon que ce soit les inspecteurs et les professeurs qui déjà ont un rôle particulier dans la conscience dont ils sont les reflets, mais en même temps qu'ils fabriquent
de ce que les élèves, à leur tour, dans un deuxième temps, intégreront, assimileront dedans et dehors, le dedans et le dehors de chacun. Et si l'avenir de ce manuel est sans fin, c'est aussi parce qu'il se fonde sur des textes magnifiques qui nous habituent à lire dans le texte, surtout lorsqu'il y aura en arabe les textes et des cartes et des images qui, elles aussi, en permanence, se transforment, se modifient, parce qu'elles sont dans le flux et non dans les permanences identitaires. Ce manuel tout entier est un refus du fixisme, des identités définies à l'avance. Il est en mouvement, comme l'histoire de la Méditerranée, si nous le voulons, si nous écoutons ceux qui en sont les héros résistants. Alors, il ne peut se faire qu'en effet dans la traduction, dans le flux de la traduction. Je remarque, en matière de traduction, d'abord que le thème même fait l'objet d'un chapitre très éclairant. Elle était là, la traduction, dans ces maisons de la sagesse, Bait al-Ikmal, à Bagdad. Elle était là lorsque Constantin, là c'était vers l'arabe que la sagesse grecque passait, et c'était l'arabe qui était le point d'aboutissement de toutes les langues de la Méditerranée. Et puis, flux et reflux, c'est Constantin l'Africain, le Mont Cassin, deuxième étape, vers le latin, et puis les traducteurs de Tolède, troisième étape, non moins importante, Gérard de Crémone, et tout ce qui nous apporte de cette antiquité arabe. Mais que la pluralité des langues de la Méditerranée allait ensuite traduire avec les intraduisibles de chaque langue. Et je repère qu'on est bien loin d'avoir tout ce qu'il nous faudrait dans ce travail infini qui nous attend. Je repère par exemple que pour remettre en question les périodisations traditionnelles, Mostafa Hassani Idrissi, qui est un héros des héros de cette aventure, que j'ai suivi dans ses rencontres à Marseille, je remarque que, par exemple, un des articles décisifs qu'il cite pour récuser l'idée de périodisation conventionnelle est signé Mohamed Wash, publié dans un ouvrage collectif, Periodization, Tradition, Rapture and Process, publié en 97 à Rabat. 97, c'est pas hier. Eh bien, figurez-vous que cet article écrit en arabe n'a jamais été traduit. D'où je tire l'idée que nous avons besoin de traduction, que des continents entiers de ce qui s'écrit de vérité en Méditerranée, et je n'exclus pas le roman, parce que parfois la fiction nous dit des choses sur ce qui nous attend, sur notre monde, sur nos rêves, que les historiens ne peuvent pas dire dans leur quête de documents, de cartes et de faits. Et il nous faut des traductions. Il nous faut des traductions pour repérer, là aussi, les fractures, les manques et aussi les émergences, en particulier venant de la langue arabe, mais également vers toutes les langues de la Méditerranée, qu'elles soient romaines, hébraïques ou autres. Et pour ce faire, une des grandes idées que je voudrais voir à l'œuvre à Barcelone, avec les ministres de la Culture, puisque l'aller-retour entre société civile et ministres, comme on l'a vu, est une sorte de dualisme ou peut-être d'oxymore encore, nécessaire à la Méditerranée de demain. Je voudrais que se dessine pour demain une idée qui concernerait les productions audiovisuelles, les sous-titrages, qui concernerait les métiers de traducteurs, aussi bien que les industries des langues méditerranéennes, de grandes conférences méditerranéennes auxquelles les historiens apporteraient leur pierre et qui pourraient être un des effets lointains d'une histoire qui ne finit pas. Je vous remercie. Merci Michel Massalou. Nous vous laissons partir avec regret. Et je notais, quand vous parlez de littérature, je me disais qu'à propos de la guerre d'Algérie, un type comme Ferrari a remarquablement écrit sur la guerre d'Algérie, ou à propos de Lampedusa, ou en tout cas de ces vagues d'immigration, des gens comme Fatou Diom ou Laurent Godet ont magistralement dit ces choses-là. J'ai remarqué que désormais vous avez le statut de héros, ce qui n'est pas rien. Hein, vous êtes résistant et héros. D'un seul coup, le même jour... Ça vous satisfait ? C'est une récompense pour vous ?
n'a pas l'habitude, nous, universitaires, de recevoir ce genre d'être héroïque de compliments. Bon, mais le succès de l'ouvrage, pour le moment, il dépasse nos attentes. Il faut le reconnaître. On ne s'attendait pas à un tel succès parce que nous sommes critiques par rapport à notre propre travail. On sait qu'il n'est pas parfait. On sait que on pouvait faire mieux si on avait un peu plus de temps, si on avait d'autres compétences avec nous, etc. Donc, je prends ça avec agréablement, je le ressens, mais ce n'est pas du tout le qualificatif qu'un universitaire attend. Voilà. Mais il est là, donc dont acte. Avant d'aller questionner les autres universitaires qui ont fabriqué ce livre, avant d'aller questionner ceux qui ont pris le pari, voire le risque de faire ce livre, je voudrais qu'on reste un instant avec vous, Jack Oettinger. Vous êtes ancien ambassadeur de France et je voulais vous demander, vous êtes donc quelqu'un qui sait ce que c'est que la réelle politique, quelqu'un qui sait ce que c'est que de mentir ou de ne pas dire la vérité, puisqu'on est ambassadeur et que des choses se respectent. Vous êtes aussi quelqu'un qui voit de temps en temps un dictateur planter sa tente, ou un prétendu dictateur planter sa tente dans le jardin d'un château français. Comment est-ce que vous voyez, vous, ce livre, alors que vous avez été ambassadeur et que vous avez pratiqué la langue de bois? Alors, il y a le héros, puis il y a celui qui pratique la langue de bois, quoi. Mais vous allez être héroïque non, mais je prends à mon compte le compliment du héros, puisque ma première vie a été universitaire. J'étais professeur d'université 25 ans de ma vie, c'est là que je vous ai avant connu, d'être diplomate. Donc je sais ce qu'est la langue de bois, je sais aussi ce qu'est la langue de bois chez les universitaires. Et les tours d'ivoire. Voilà. Écoutez, pour répondre à votre question, moi je dirais ici que je suis formidablement heureux et formidablement optimiste. Je veux trancher un peu avec un certain ton pessimiste qui pourrait apparaître. Bon. Pourquoi heureux et optimiste? Parce que je suis ici un peu comme un père qui assiste à l'accouchement de son enfant. Je rappellerai que ce projet est né de l'initiative des ateliers culturels méditerranéens lancés par le président Chirac en 2006, 2 ans avant la réunion de Marseille. Et en 2006, Jacques Chirac lance le processus des ateliers culturels méditerranéens et je suis chargé de mener à bien ce frêle esquif méditerranéen. Et je pérégrine dans tous les pays du bassin méditerranéen, dans les sociétés civiles, mais également dans les administrations de ces pays. Donc à la fois dans le politique et dans le sociétal. Et dès mes premières rencontres, début 2006, en Algérie et au Maroc, tout de suite, les universitaires, les intellectuels, mais également les hauts fonctionnaires de les administrations algériennes et marocaines me disent « Mais écoutez, cette idée du président Chirac, il faut la saisir. Et pourquoi ne pas lancer l'idée d'un manuel d'histoire de la Méditerranée ?» D'emblée, je reviens à Paris, je relate à Jacques Chirac ses entretiens. Je dis « Écoutez, les Algériens et Marocains semblent d'accord pour que le processus se fasse. Et en plus, ils ont des idées. Et l'une de leurs idées, c'est d'avoir une réflexion sur un projet d'histoire de la Méditerranée. » Jacques Chirac va saisir la balle au bond et dans son discours d'ouverture des ateliers culturels méditerranéens au Palais de l'Élysée en novembre 2006, juste au moment du discours de Ratisbonne, qui venait de provoquer une grosse émotion dans le monde arabe, juste quelques semaines après l'affaire des caricatures de Mahomet au Danemark, souvenez-vous. Bon. Et effectivement, dans le contexte de Jacques Chirac vient lancer l'idée de ce manuel d'histoire qui va être travaillé à Paris entre une quinzaine d'historiens de tout le bassin. Voilà comment ça a commencé. Donc je dis que je suis optimiste parce que honnêtement, je ne pensais pas à ce moment-là qu'on arriverait à ce résultat aussi rapidement.
Mais pourquoi est-on arrivé aussi rapidement? Je termine là-dessus. C'était ma question. Parce qu'il y a eu une relation féconde entre la société civile et le politique. Ce livre ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu tout le travail fait par les historiens entre eux. Mais il faut le dire, ce livre n'existerait pas s'il n'y avait pas eu le soutien politique et financier du ministère de l'Éducation nationale et de Marseille-Provence 2013. Deux institutions ont tout de suite cru à ce projet, le ministère français de l'Éducation, Darcos, puis Châtel, puis Payon, et Marseille-Provence 2013, grâce à Bernard Latarjet qui est là dans la salle. Sans eux, il n'y aurait rien eu. On n'aurait pas pu financer les voyages et les réunions. Les universitaires, ils sont capables de travailler, mais il faut qu'on vienne créer un environnement. Donc je dirais que là, il y a eu une synergie extrêmement forte entre le sociétal et le politique qui doit se poursuivre si on veut que ce livre puisse trouver traduction maintenant chez les uns et chez les autres. Monsieur l'universitaire ambassadeur, est-ce que vous pensez que les politiques ont pris tout à fait conscience de ce qu'il y a dans ce livre? Oui, je dirais oui. Ce que disait tout à l'heure... Y compris chez nos voisins, enfin... Écoutez, encore une fois, c'est là où je dirais que je suis optimiste, parce que je crois que l'idée méditerranéenne a avancé. Elle n'a pas régressé. Je suis de ceux qui pensent qu'elle a avancé, qu'elle a progressé. Elle a progressé dans les sociétés. Et elle est en train d'avancer dans les États. Elle est en train d'avancer dans les États. Un tel projet, si demain l'un des ministres présents ici et certains des ministres présents ont, au cours du déjeuner qui a eu lieu chez Michel Vauzel, annoncer des initiatives. C'est à eux à les exprimer. Si certains des ministres présents et d'autres disaient, voilà, moi, demain, après-demain, j'organise une conférence des ministres de l'Éducation sur ce projet. Si les 5+5 se saisissaient de ce projet, comme l'a fait savoir M. Payon dans son discours tout à l'heure, je suis sûr qu'on franchirait une étape nouvelle. Les États ont pris conscience de la nécessité d'une certaine cristallisation de la conscience commune méditerranéenne. Jean-François Chounier, vous n'avez aucune chance, mais saisissez-la. Pourquoi est-ce que Marseille-Provence 2013 s'investit à ce point dans ce projet? Qu'est-ce qui vous guide dans le fait que vous êtes derrière, que vous portez? Je pense que c'est un peu lié à la jeunesse de Marseille-Provence 2013. C'est-à-dire, comme on vient de le rappeler, Bernard Latarjet, en définissant le projet Marseille-Provence 2013 comme le partage des midis, avait indiqué qu'on n'était pas seulement un organisme producteur de spectaculaires et de paillettes. Donc il y a eu l'idée tout au long, même si ça a fait des manchettes un peu moins volumineuses que certains des événements grand public de l'année, d'avoir une partie importante consacrée à la réflexion et à l'analyse sur les rapports entre l'Europe et la Méditerranée et sur le monde méditerranéen en tant que tel. Alors, il y a eu d'ailleurs de nombreux événements qui lui sont consacrés, des résidences d'artistes, etc., que je n'ai pas le temps de rappeler. Donc il y avait l'idée dès le départ qu'il ne fallait pas se consacrer exclusivement à ces rapports euro-méditerranéens sous l'angle simplement de l'exposition, de l'art contemporain, mais également que ça méritait d'être travaillé d'une manière analytique. Et donc quand Bernard Latarjet a proposé en 2011, je venais juste d'arriver, que nous servions en quelque sorte de passeurs de ce projet. Alors ça a eu rétrospectivement évidemment pas mal d'inconvénients et de difficultés, mais aussi un gros avantage, c'est que notre caractère éphémère et notre caractère libre, en quelque sorte, faisait qu'il n'y avait pas, on était, disons, assez bien en phase avec le groupe des historiens, puisque nous n'étions pas un ministère, nous n'étions pas un organisme public, nous sommes une association en 1901, et nous avions de surcroît un délai de vie fixé par l'intitulé même de notre raison sociale, c'est-à-dire l'année européenne de la culture. Donc ça voulait dire qu'il fallait que nous fassions aboutir le projet pour 2013, et je crois que c'est une des conditions d'efficacité qui a permis que vous ayez aujourd'hui entre les mains, grâce à de nombreux partenaires, qu'il faut bien entendu remercier, Bayard, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, le réseau CNDP, CRDP,
derrière eux, bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale français, mais aussi l'INA qui nous a aidés. Il y a d'ailleurs une présentation dans le hall de leur magnifique projet MedMed qui a également, pour la plateforme numérique, un grand intérêt pour l'avenir. Donc, je crois que la réussite de cette première étape, on a dit tout à l'heure que c'était une première étape, et je partage absolument ce point de vue-là, elle est aussi liée au fait que nous ayons nous-mêmes une durée de vie fixée par les textes. La petite équipe qui a travaillé sur ce projet pour Marseille-Provence 2013, en particulier Anne Valla, qui est une des chevilles ouvrières et qu'il faut remercier ici et publiquement, parce que c'est elle qui a porté l'ensemble des difficultés de projet, bien sûr, avec parmi d'autres collaborateurs de Marseille-Provence 2013, avait une obligation impérieuse de réussir, puisque nous terminons nos activités dans quelques semaines maintenant, c'est-à-dire le 31 décembre 2013, pour passer le relais de la capitale européenne de la culture aux Suédois et aux Lettons. Alors, il n'y a pas eu de... Est-ce que vous avez senti des résistances ou est-ce que, bon, c'est quelque chose qui est un peu passé finalement sans que le politique ait envie d'interférer? Je dirais oui et non, c'est-à-dire que il y a évidemment cette dimension improbable de l'ensemble du projet Marseille-Provence 2013, parce que ce que l'on dit du manuel qui est aujourd'hui présenté est vrai aussi d'autres projets. Enfin, disons qu'on ne va pas refaire l'histoire, mais ceux qui ont attentivement suivi la genèse du projet savent qu'au départ, l'incrédulité est souvent la règle. Donc ce projet-là bénéficiait de la même zone d'incrédulité que d'autres projets. Mais comme nous y croyons et comme nous avons eu, je crois, une bonne raison d'y croire, c'est un groupe d'historiens motivés qui avaient envie de travailler. Un excellent relais aussi du Conseil régional. Si nous sommes dans les murs du Conseil régional aujourd'hui, c'est pas pour des raisons protocolaires, c'est parce que effectivement le Conseil régional PACA a apporté à un moment donné le petit morceau de budget qui nous manquait pour terminer un projet qui est, on s'en doute, assez lourd si on le prend par rapport au canon habituel de l'édition française, très léger si on le rapproche de son ambition et de ce qu'il en veut et des suites qui, j'espère, seront données à cette affaire. Delphine Borion, vous êtes secrétaire générale adjointe pour les affaires sociales civiles de l'Union pour la Méditerranée. Comment est-ce que vous voyez la naissance de cet enfant de Jack Huizinga? Je le félicite d'abord. Vraiment, je le félicite de tout cœur parce que c'est un projet dont j'ai entendu parler dès 2010 parce que j'étais à ce moment-là directrice de la politique culturelle et du français au ministère des Affaires étrangères. Et donc, nous en avions parlé. Et c'est vrai que je trouve que le projet a abouti dans des temps quand même assez restreint. Donc vraiment toute l'équipe. 5 ans, 2008. Oui, mais si on prend déjà en 2006, 2008, 2013. Mais le temps que ça se parte vraiment, c'est vraiment dans les dernières années que le gros du travail a été fait. Et puis je trouve que la formule est très innovante et moderne, c'est-à-dire le fait d'avoir aussi la plateforme Internet, les études de cas, qu'on s'adresse à des formateurs qui vont former les élèves. Je trouve que c'est très intéressant. Le fait aussi que ce soit cette indépendance que vous avez mentionnée aussi, je crois qu'aujourd'hui, pour être légitime et crédible au temps des réseaux sociaux, au temps où toutes les informations se croisent, c'est une condition essentielle. Surtout quand on parle de sujets qui peuvent être hautement politisés ou hautement instrumentalisés. Et on voit donc là que l'histoire peut être utilisée dans son meilleur, parce qu'on sait bien qu'elle peut être aussi utilisée pour le pire. Et donc, c'est essentiel, ce travail. Et pour moi, regarder vers l'avenir nécessite d'assumer son passé et de bien se l'approprier de cette façon apaisée dont nous avons parlé. Et de même qu'il est si important de trouver ces racines communes que nous avons, de pouvoir connaître l'autre, de pouvoir aussi se réapproprier, je fais peut-être une insiste sur le patrimoine aussi, qui fait partie de cette histoire. Nous avons un patrimoine culturel considérable en Méditerranée qui est commun et qui est aussi quelque chose qui nous rassemble énormément et sur lequel on pourrait beaucoup plus bâtir justement aussi pour regarder l'avenir. Donc ça, je trouve ça très important. Et puis, je pense qu'il serait très intéressant de forger plus de relations culturelles à partir de ce manuel. C'est un outil formidable pour faire du débat d'idées, pour faire des présentations au public,
on a parlé de cette double dimension, la dimension donc pour les professeurs d'un outil pédagogique, mais aussi un outil qui peut être utilisé vers le grand public, vers les sociétés civiles. Et là, je trouve que même le fait de débattre, ça apporte une vision pluraliste, apprendre à approcher l'autre dans une vision pluraliste et respectueuse de l'autre. C'est déjà un pas énorme vers la compréhension, le respect des autres et la construction de cet espace que nous voulons construire. Et puis un dernier élément, c'est la jeunesse, parce que c'est là l'avenir aussi de nos sociétés, c'est l'avenir de notre espace commun. Et donc s'adresser en priorité aux jeunes, c'est essentiel. Et si je peux dire un mot de l'Union pour la Méditerranée, c'est tout cela aussi que nous essayons de faire avec l'Union pour la Méditerranée, c'est construire cet espace de développement, de paix, de dialogue entre les différents pays à la fois de l'Europe et de la Méditerranée, donc les 43 pays qui nous rassemblent, et de le faire avec des projets concrets basés sur la géométrie variable et qui ont à la fois cette dimension, donc il y a des grands projets d'infrastructures, on sait qu'il y a un besoin de créer ces grandes infrastructures, mais une de nos grandes priorités aujourd'hui, c'est de répondre aux besoins des populations, de faire des projets socio-économiques. Et nos priorités, ce sont aussi donc la jeunesse, avec la mobilité étudiante, avec la création aussi de masters, de conjoints, de formations codiplômantes. C'est aussi les femmes qui sont cet élément si important, les femmes de la Méditerranée qui ont besoin qu'on les aide, qu'on a besoin d'avoir des projets de développement, qui ont besoin de défendre leurs droits. Il y a eu une réunion ministérielle en septembre dernier. C'est aussi une dimension importante. L'emploi, donc toute cette dimension socio-économique est très importante. Et je crois que ce projet qui s'adresse à la jeunesse fait tout à fait partie de nos objectifs. Et si je peux finir sur un mot, parce que je crois qu'on se parle souvent du coût des choses, du coût de l'éducation. Et il y a une phrase d'Abraham Lincoln que je trouve très forte, et qu'il dit « Si vous croyez que l'éducation coûte trop cher, essayez l'ignorance ». Et je crois que ce manuel vient là pour répondre aussi à cela. Pas mal, hein. Pas mal cette phrase. D'ailleurs, on l'applaudit. Mais il y a dans la salle Béatrice Bougnol qui représente les éditions Bayard. Et je voulais peut-être l'interroger pour lui demander comment, où est-elle ? Elle est là. Voilà. Est-ce qu'on peut lui apporter un micro ? Béatrice, pourquoi est-ce que vous avez votre maison d'édition a décidé de suivre ce projet? Ensuite, on interrogera les universitaires. Ils sont 15. Il y a 4 historiennes et 11 historiens qui ont travaillé sur ce projet. On leur parlera de leur méthode de travail et surtout ce qu'ils ont mis à jour. Mais vous, maison d'édition, pourquoi est-ce que vous supportez ce projet-là? Pourquoi est-ce que vous engagez dans cette chose improbable? Oui, bonsoir. Quand ce fut une chance en fait pour Bayard de soutenir ce projet, et je tenais d'abord à remercier nos partenaires, Marseille-Provence 2013, le CNDP et surtout l'ensemble de l'équipe scientifique pour leur confiance tout au long de cette longue aventure. Lorsque les responsables de Marseille-Provence 2013 sont venus proposer à Bayard d'éditer une histoire partagée de la Méditerranée, Bayard a effectivement répondu avec enthousiasme parce que dans ce projet, tout répondait à ses engagements d'éditeur. L'exigence scientifique dont on a beaucoup parlé ce matin, le fait de renouveler l'histoire de cette région par une multiplicité des points de vue, d'explorer de nouvelles perspectives historiographiques, la visée pédagogique aussi, qui ne pouvait que séduire un éditeur comme Bayard, qui tente de susciter une ouverture au monde et aux idées par ses revues, ses magazines, ses livres. Et puis, de façon plus générale aussi, on en a beaucoup parlé également, une certaine vision de la compréhension et de l'amitié entre les peuples, qui indéniablement sera facilitée par le travail accompli. Voilà, donc le livre est en librairie depuis le 8 novembre. C'était notre pari d'éditeur de penser aussi que ce manuel pouvait également intéresser un large public en librairie.
Est-ce que je peux vous poser une question sur la mise en place? Combien de livres ont été mis en place? La mise en place du livre s'est faite à peu près à 2500-3000 exemplaires. Et il est encore un peu tôt pour savoir comment se comporte l'ouvrage en librairie, comme vous le savez. Voilà, donc l'aventure éditoriale commence en librairie, l'aventure pédagogique commence avec le prolongement offert par le CNDP. Ce sont deux canaux absolument complémentaires et indispensables pour la diffusion des idées. Donc souhaitons à ces idées-là d'être partagées par le plus grand nombre. Voilà. Merci Béatrice Bougnol. Dans la salle, il y a Samira Yazidi qui est co-auteur, l'Université de Tunis. Il y a ici un auteur, c'est Luigi Caggiani, co-auteur et historien à l'Université de la Sapienza. J'ai d'abord, au-delà avant de vous demander ce que vous avez fait émerger de votre travail, donc de quelle Méditerranée parle-t-on, et si j'en dirai un mot après, mais dans un premier temps, je me disais comment est-ce que, alors qu'on est universitaire, Jacques Oettinger a parlé tout à l'heure, parfois aussi des blocages dans la mentalité des universitaires. Comment est-ce qu'on fait pour finalement arriver au saloon et avoir laissé ses colts à l'entrée? Puisqu'on est d'origine différente, on est de culture différente. Et le mot que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'idée de penser contre soi. Alors, on a beau être universitaire, on a beau être intellectuel, on a beau se dire qu'il faut penser contre soi. J'imagine que ce n'est pas forcément toujours évident d'arriver dans la salle et d'avoir laissé ces a priori, ces peut-être certitudes au vestiaire. Comment vous avez fonctionné sur l'approche? Comment vous avez fait? Comment vous vous êtes dit, je me déshabille, je suis tout nu, j'entre tout nu dans cette salle et je fabrique? Je trouve fort intéressant que dans le débat de cet après-midi et aussi dans ce que vous venez de dire maintenant, on apprécie tellement ce travail d'historien qui arrive ayant étudié dans des universités différentes, avec parfois des traditions culturelles différentes et qui se rencontrent et travaillent normalement ensemble. Alors ça, c'est très intéressant parce que pour nous, c'est absolument normal. Et probablement, derrière cette appréciation de ce travail, il y a, comment dirais-je, un certain sens de culpabilité du côté des politiques qui savent très bien que pendant des décennies, ont essayé d'utiliser l'histoire, les historiens, les enseignants d'histoire, comme les instruments, l'instrumentum regni, disaient les Romains à l'époque, pour contrôler les consciences et créer les identités nationales les unes contre les autres armées. Et en effet, c'est à cause de ça que l'historiographie a été la dernière des sciences à devenir vraiment internationale et pas au plus ethnocentrique. Mais maintenant, c'est déjà le cas depuis des décennies. On a une grande tradition de travaux, par exemple, au niveau des historiens européens après la Deuxième Guerre mondiale, des commissions bilatérales, souvent dans des situations très difficiles à cause de guerres, des conflits du passé, comme dans le cas de l'Italie et de la Yougoslavie après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est absolument normal que des scientifiques, et l'histoire est une science avec sa méthodologie et son épistémologie, que des scientifiques travaillent, normalement, ils voient qu'il y a un objet important, dans notre cas la Méditerranée, dans d'autres cas les échanges économiques mondiaux, l'immigration, etc., travaillent là-dessus. Ce qui est important pour les historiens, ce n'est pas tellement les passeports qu'ils ont dans la poche, mais plutôt les études qu'ils ont fait, l'expertise qu'ils ont. Alors si moi j'ai besoin, par exemple, de faire une histoire complexe de la piraterie et de la course en Méditerranée à l'âge moderne, bon, il me faut entrer en contact avec des collègues qui parlent des langues que je ne connais pas, l'ottoman, l'arabe, etc., le grec, et qui puissent avoir accès à des sources. Des sources, c'est ça la chose qui compte pour les historiens. Des sources que je ne peux pas lire. L'autre historien me dira, c'est bien, tu me passes les sources écrites en italien, on trouve une langue commune pour communiquer. Donc c'est fait.
Et donc, oui, j'apprécie beaucoup qu'on apprécie notre travail, mais ce n'est pas une surprise pour nous. Plutôt, il faut réfléchir sur une autre chose, c'est-à-dire, on a beaucoup parlé du rapport entre politique et historien. C'est vrai que, si je vous comprends bien, l'histoire officielle n'est que politique. Qu'est-ce que c'est que l'histoire officielle? Alors là, ça commence déjà à devenir un peu compliqué. Alors, une chose après l'autre. Alors, les historiens, évidemment, sont intéressés à une reconstruction scientifique du passé. Ils ne sont pas intéressés à utiliser les passés pour l'agenda contemporain, fût-ce que pour favoriser des colloques de paix, ou pour l'utiliser, comme on l'a souvent fait, pour, comment dirais-je, convaincre les gens qu'ils sont en train de faire la guerre fatale qui existe depuis toujours, depuis le Moyen-Âge, depuis les croisades, ou je ne sais pas quoi. Et donc les historiens, maintenant, qui sont plus, disons, les hussards d'un État, travaillent normalement, etc. Alors, les politiques, l'intérêt des politiques, par contre, est justement politique. Donc, les politiques, qu'est-ce qu'ils font avec l'histoire? Ils manipulent beaucoup l'histoire. Ils continuent à inventer des commémorations, bien qu'il y ait eu le rapport à Accoyer. Ils continuent à inventer des lois mémorielles pour lancer des messages qui font leur intérêt, pour être plus précis, l'intérêt du parti politique qui, à ce moment-là, à un moment donné, est au pouvoir. Et on voit des choses parfois assez ridicules, que l'interprétation de l'histoire dans certains pays, comme l'Ukraine, par exemple, change selon la majorité qui est au pouvoir et qui exprime le président de la République. Parfois, il se peut que les politiques trouvent intéressant le travail scientifique que les historiens font et que les historiens feront, en tout cas, avec ou sans les politiques. Évidemment, si on a des moyens, si on a une aide financière, on peut travailler plus rapidement, mais les historiens travaillent toujours, ce n'est pas difficile, surtout aujourd'hui avec l'Internet, de travailler avec un collègue de Chine, un autre du Sénégal, un autre du Brésil. C'est tout à fait normal. Donc, alors, parfois, il y a une heureuse rencontre, pas toujours, et je dirais surtout en Europe, de moins en moins dans ces années-ci. Il suffit de citer les cas des lois mémorielles et de l'activité de l'Union européenne dans ce sens. Mais, disons, laissons tomber ceci. Et alors, dans ce cas-là, il est bien que les politiques disent, OK, nous sommes intéressés, dans ce cas, par exemple, à une reconstruction complexe de l'histoire de la Méditerranée qui montre les interactions, etc. Ce que les historiens ont fait, en tout cas, et pas pour bâtir la paix, etc., mais tout simplement parce que c'est le résultat de la recherche que nous sommes en train de mener. Si on trouve des politiques, surtout la politique liée à l'éducation, qui est intéressée à ça, si on trouve des politiques qui disent « Ok, bon, c'est bien, alors on va réécrire les programmes d'histoire, les curricula, les manuels d'histoire, en intégrant les nouvelles acquisitions de la recherche, parce qu'elles nous intéressent, c'est bien. » Mais il faut dire, pour nous, les historiens, le rapport avec la politique est toujours un rapport très difficile. On se méfie toujours beaucoup de la politique, surtout parce que nous voyons tout le temps les manipulations que les politiques font de l'histoire et des historiens. Qu'ils essayent de faire. Évidemment qu'ils essayent, le rapport se termine immédiatement. Justement, je voudrais demander à Samira Yazidi qui est dans la salle. Où est-elle, Samira? Samira, on va vous apporter un micro, et je voulais vous demander si vous êtes à Tunis, donc est-ce que les événements récents en Tunisie, est-ce que ces printemps arabes vous ont facilité la tâche? Autrement dit, est-ce que c'est plus facile de travailler aujourd'hui qu'il y a 15 jours? Enfin, qu'il y a 3 ans, 4 ans, je veux dire. Jusqu'à présent, le régime islamiste n'a pas intervenu dans les programmes ou dans nos manières d'enseigner. Mais on a peur de ça. Mais sinon, sur le travail que vous avez mené, sur cette idée d'arriver, puisqu'on va rencontrer d'autres historiens, d'arriver
presque complètement vierge sur l'idée de bâtir ou d'imaginer, je ne vais pas dire d'inventer, mais de poser une histoire de la Méditerranée qui soit hors la norme classique. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le projet et comment vous y êtes inséré? Je suis antiquisante et je fais partie de l'équipe qui s'est intéressée à cette période de l'histoire. De ce fait, on n'a pas eu de problème, puisque la Tunisie est méditerranéenne depuis l'Antiquité. C'est un berceau. Donc, pratiquement, comme mon collègue venait de dire, on avait nos sources, on avait nos cartes, et on n'a pas eu aucun problème à communiquer et à travailler ensemble, toute l'équipe. Et on a travaillé beaucoup plus via mail que par rencontre. On n'a pas eu de problème. D'accord. Alors, la deuxième aspect des choses que je voulais évoquer avec vous, universitaires, c'est cette Méditerranée que vous nous écrivez, que vous nous décrivez, pardon, dans votre ouvrage. Alors, pour être schématique, réducteur et caricatural, je dirais qu'elle n'est pas unitaire, mais qu'en revanche, elle a une identité plurielle. Comment, excusez-moi? Je dirais qu'elle n'est pas unitaire, la Méditerranée, mais qu'elle a une identité plurielle. Il n'y a pas une unité de la Méditerranée. En revanche, il y a une identité plurielle. J'ai l'impression que votre livre tourne autour de ces deux notions. Oui, bien sûr. C'est pratiquement, on a essayé de montrer ce que dans chaque civilisation, ce que chaque civilisation a apporté à ce monde méditerranéen. Ce que chaque civilisation a, l'apport de chaque civilisation dans l'évolution de la connaissance, l'évolution de techniques, etc. Certes, les guerres ont existé, mais ce qui a traversé la Méditerranée, c'était beaucoup plus les idées, c'était beaucoup plus les techniques, c'était beaucoup plus les systèmes politiques, la cité, la démocratie, etc. C'est le flux. Je pense que c'est Jean Massalou qui disait tout à l'heure, c'est cette idée du flux plutôt que de quelque chose qui serait une fondation unique. Oui. Je peux demander aux héros de répondre, je sais, mais soyez heureux de ça quand même, bon, de répondre sur ces deux aspects des choses, c'est-à-dire à la fois la méthode de travail et comment est-ce qu'un collectif, comment est-ce que vous avez réussi à boucler votre affaire de manière aussi rapide, et puis la question de cette identité plurielle plutôt qu'unitaire de la Méditerranée. Oui, ça a été plutôt rapide. Le projet avait commencé, l'idée 2006-2008, mais entre 2008 et 2011, on a tâtonné. Beaucoup de blancs, beaucoup de retard. Le projet n'a démarré sérieusement qu'en 2011. Et il y a eu une restructuration de l'équipe et une nouvelle orientation du projet, parce que le projet était initialement une sorte de kit pédagogique. Et par la suite, on lui a donné cette forme. Et ça, c'était en 2011. Ce qui fait que nous n'avons travaillé sérieusement et de façon continue que depuis 2011. Je voudrais quand même remercier au nom de toute l'équipe des auteurs Anne Valla. Anne Valla qui a joué un rôle important parce qu'il n'y a pas que le scientifique. Le scientifique n'aurait pu exister sans tout le reste. Et tout le reste, c'est Anne Valla qui a été notre intermédiaire avec MP 2013. Elle a joué un rôle très important parce qu'elle s'est intégrée parfaitement au sein de l'équipe. Et ce que je suis en train de dire, je le dis au nom de tous mes collègues, un grand merci et un grand bravo à Anne Valla. Bon, maintenant, tout à l'heure, comment on a pu travailler? Je pense que ce qui était important, c'est parce qu'on savait que la tâche, elle est immense, elle est vaste. Comment faire l'histoire de la Méditerranée des origines à nos jours? Et nous avons fixé une problématique. On a discuté, d'ailleurs, 2011, c'est en 2011
que nous avons fixé la problématique de notre recherche, de notre ouvrage. Et nous avons décidé que les auteurs de chaque chapitre doivent partir de cette problématique générale et la décliner au niveau de leur chapitre. Donc chaque chapitre doit avoir une problématique qui est reliée à la problématique générale. Et la discussion a tourné autour des problématiques et de la périodisation, parce qu'on voulait également une périodisation qui soit valable pour l'ensemble de la Méditerranée. Et si ce n'est pas le cas, il faut discuter quelle est la périodisation pour le Nord, quelle est la périodisation pour le Sud. Et ça, on essaie de l'expliquer dans notre ouvrage. Et autre chose, autre démarche, c'est la concertation. C'est-à-dire que tout travail est soumis à la lecture générale, à la critique générale, et on est devenu très ouvert à la critique, parce que toute critique est enrichissante. Tout texte devient beaucoup plus enrichi, beaucoup plus intéressant à la suite des lectures, des remarques, des observations. On complète, on comble les lacunes, on corrige un certain nombre de choses, certaines visions du Sud qui ne sont pas comprises parfois, parce qu'on dit certaines choses par habitude culturelle, et qui ne sont et la même chose du Nord. Et donc c'est ce dialogue entre les auteurs de différentes formations, différentes universités, c'est cet échange qui a donné cet ouvrage, et on a voulu qu'il soit écrit comme d'une seule plume. À l'universitaire que vous êtes, peut-être cette question, est-ce que le fait que l'édition ne soit pas partout en Méditerranée aussi forte qu'en France ou aussi efficace qu'en France, est-ce que ce fait vous inquiète ou pose question quant à la diffusion d'un livre comme celui-là, même si il y a une plateforme numérique? Oui, c'est sûr que l'édition n'est pas la même partout en Méditerranée, et les moyens, un tel ouvrage, bien qu'il soit ici, je considère qu'il est à très bon marché, là, le prix ici en Europe. Mais pour les Marocains que je connais, ils ne peuvent pas l'acheter. Un étudiant ne peut pas l'acheter. Ils vont essayer de le photocopier ou voir comment faire. Mais certains universitaires peuvent l'acheter, mais les enseignants du secondaire, les étudiants des universités ne pourront pas l'acheter. Et surtout, si le prix augmente au Maroc par rapport à ce qu'il est ici. 29 € ici. Donc il y a un problème. Il faut trouver des éditions sur place, mais les éditions qui sont moins chères, elles seraient aussi moins belles esthétiquement, parce que la beauté des images, du papier, tout ça. La réussite de l'ouvrage, c'est la réussite à la fois des auteurs, de l'éditeur, d'un ensemble. Et si quelqu'un avait failli à sa tâche, on n'aurait pas eu ce travail-là. Donc c'est la complémentarité de tous les efforts de l'ensemble des partenaires qui explique en tout cas le succès que nous connaissons aujourd'hui. Avant de vous laisser échanger et vous laisser poser des questions, il y a quelqu'un dans la salle que je voudrais entendre également, c'est Giuliana Pupazzoni, qui est directrice générale de l'Ufficio Scolastico Regionale. Peut-être, j'ai un collaborateur qui est italien, mais je ne suis pas sûr de ne pas le trahir en essayant de le prononcer de cette manière, du Piémont et de la Ligurie. Où êtes-vous, Giuliana? J'aurais voulu vous entendre sur ce projet. Ah ben, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. L'histoire, à quoi sert-elle? Une question qu'on se pose toujours quand on doit établir les programmes pédagogiques pour les écoles. Et surtout, comment doit être un bon manuel d'histoire? Une question restée longtemps sans réponse, car normalement, on s'attache aux contenus nationaux à développer sans considérer l'intérêt des manuels pour les utilisateurs, que ce soit professeurs ou élèves. C'est la question développée par les auteurs de ce manuel qui ont pris en considération une nouvelle approche pédagogique et d'apprentissage de l'histoire permettant d'enseigner l'histoire en milieu multiculturel. Si chaque société est plus ou moins multiculturelle, certaines comme la France, l'Espagne ou l'Italie se ressentent comme telles à cause de l'arrivée massive des migrants
aux multiples origines. Dans ce type de société, l'immigration diversifie les cultures et suscite la nécessité d'adapter les manuels et les programmes dans les écoles au fil des changements. C'est pour ça que dans ces sociétés multiculturelles, il a fallu adapter les programmes scolaires au fur et à mesure des flux migratoires pour que chaque élève puisse trouver des points de repère et faire de l'enseignement de l'histoire un dialogue interculturel, la rencontre de l'histoire et la rencontre de l'autre. Beaucoup d'événements ont contribué à l'exigence d'un changement en matière d'enseignement de l'histoire comme moyen privilégié pour consolider l'unité européenne. La chute du mur de Berlin et l'élargissement de l'Europe à 28 en sont un exemple. En ce qui concerne la Méditerranée, tout en étant une unité de sens historique et géographique, dans son rôle de carrefour économique et culturel au fil des siècles, elle est de nos jours un lieu commun à plusieurs civilisations, un lieu partagé mais parfois inconnu. Et voilà le but de ce manuel. Pour saisir l'altérité, il ne suffit pas d'apprendre au hasard des faits historiques sur d'autres cultures. Il faut stimuler l'ouverture d'esprit par un certain nombre de dispositions intellectuelles. On ne veut pas du tout supprimer l'idée d'identité nationale, mais l'enrichir par la connaissance de l'autre à dimension européenne. J'ai été très frappée et très intéressée par ce projet qui m'a permis de me rendre compte que dans la rédaction des manuels, il faut connaître le but et le public visé. Car dans notre société en constante évolution, pour atteindre l'objectif, il faut miser sur la connaissance de l'autre. Connaître l'autre implique la connaissance de la langue, de la culture et de la civilisation. L'Italie, Piémont, Turin et Ligurie, Gênes en particulier, des régions dans lesquelles je suis concernée car je dirige le DUSR, ne peuvent pas manquer cette coopération transfrontalière. Il faut donc approfondir les liaisons ainsi que la coopération de nos deux régions et de nos pays respectifs. De mon côté, je ne manquerai pas de sensibiliser les professeurs d'histoire pour aboutir à un enseignement interculturel et à dimension européenne, allant au-delà de nos propres frontières nationales. La plateforme numérique qui accompagnera le manuel en 2014 sera pour les professeurs d'histoire un outil indispensable pour leur formation et pour la mise en jour du manuel qui mettra à leur disposition de nouveaux contenus directement exploitables par l'enseignant. Elle sera aussi un moyen pour le développement de l'utilisation des TIS que le ministère souhaite dans une didactique à dimension européenne. Il y a donc beaucoup de choses à partager au-delà du manuel, les langues, les cultures et la civilisation, et cette rencontre est l'occasion pour démarrer de nouvelles aventures. Merci de cet enthousiasme et cette volonté que vous avez de favoriser la diffusion de ce livre. La parole vous appartient. Est-ce que vous avez des questions à poser aux intervenants ? Éventuellement des témoignages, éventuellement des compléments par rapport à ce qui vient d'être dit, étant entendu que demain matin continuera la présentation de cet ouvrage. Il y avait une question au milieu de salle. Est-ce qu'on peut allumer un peu plus dans la salle, s'il vous plaît ? Au milieu, voilà. Merci, monsieur. Merci de vous présenter, le cas échéant d'identifier l'interlocuteur auquel vous souhaitez poser la question. Bonjour, je suis Blandine Smilanski, je travaille pour Euroclio, qui est l'association européenne des professeurs d'histoire. Je voulais simplement réagir sur le point évoqué par les auteurs de cette facilité à travailler à l'international pour les universitaires, et je voulais leur demander peut-être de dire ce qu'ils en pensent
en ce qui concerne les enseignants, donc les enseignants du secondaire, qui sont les gens avec qui nous on travaille essentiellement, parce que je pense que là-dessus, il y a une différence fondamentale du fait de l'environnement et du cadre dans lequel ils travaillent, qui est très différent. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est faire se rencontrer des enseignants de différents pays, les faire travailler ensemble, les faire échanger. Et on se heurte quand même à toutes sortes d'obstacles, à la fois pratiques, mais aussi, disons que c'est beaucoup plus difficile, je pense, pour des enseignants qui ont leur classe, qui doivent suivre des programmes qui sont quand même définis au niveau national. Et je ne pense pas que ça change dans un avenir proche. Donc, comment, et je pense que c'est très important pour comment ce manuel, redescendre de l'université au terrain, en fait. Voilà, et dans le cadre de la mise en place de ce manuel, parce que je pense que c'est important pour qu'il soit vraiment, que les enseignants se l'approprient, qu'il y ait aussi cet échange, cette rencontre que vous avez vous avez pu avoir et qui vous a permis de développer ce bel ouvrage. Donc c'est aussi un message pour la phase qui s'ouvre maintenant. J'espère que les rencontres seront aussi possibles pour la mise en place dans les systèmes d'enseignement. Voilà. Merci. Je ne sais pas si ça appelle une réponse. En tout cas, c'est un souhait, et c'est un grand espoir. Monsieur. Et on imagine bien ce que vous dites. Hein, un haut niveau universitaire et sur Internet, on peut construire et aboutir à ce genre de résultats. Sur le terrain, la mise en œuvre est sans doute plus délicate à certains endroits. Monsieur. Bonsoir, Christian Melka, conseiller technique du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille et chargé des relations européennes et internationales et de la coopération au ministère de l'Éducation. Je voudrais simplement, en complément à ce que vient de dire notre collègue, que c'est véritablement une des préoccupations essentielles, c'est d'établir les liens avec ces communautés éducatives. Et donc, Madame Pupazzani, qui vient de s'exprimer, représente justement sur cette frontière les territoires de Ligurie, Piémont, Val d'Aoste, enfin l'ensemble, et nous travaillons ensemble au titre d'accords européens et internationaux que nous avons aussi avec des pays des deux rives. Donc dans ce cadre, et dans le cadre plus particulier de l'éducation nationale, nous avons mis en place des accords qui sont facilitateurs pour des échanges qui ont lieu à différents niveaux et qui se confrontent aussi à des réalités financières et à des réalités de distance, mais c'est un effort constant. Et cet effort est fait pour que nos jeunes se rencontrent sur ces problématiques et pour que aussi ces outils didactiques et pédagogiques puissent être utilisés ensemble. Et c'est dans le cadre de ces relations, notamment, qu'avec nos collègues de Tanger-Tétouan au Maroc, nos collègues en Égypte, avec nos collègues de Ligurie, du Piémont, nous avons ces échanges qui se construisent au quotidien pour arriver à faire en sorte que les questions que vous posez puissent aussi trouver un écho sur le terrain et aussi partager avec nos communautés d'enseignants et dans une dimension qui sera multilatérale. Peut-être signaler que c'est à la fois, comme vous le disiez, vous portiez l'intérêt des professeurs d'histoire, mais c'est aussi l'intérêt de l'ensemble de nos communautés éducatives de partager ce trésor qui est aujourd'hui à notre disposition et qui est celui de l'échange et de la compréhension. Merci. Merci de cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle ? D'autres ? Oui. On vous apporte un micro. Jean-Loup Laïdé, inspecteur d'histoire-géographie dans l'Académie d'Aix-Marseille, pour dire que dès demain, 70 enseignants seront présents ici. Absolument. Et donc la formation et le passage de l'université au terrain arrive. Donc demain matin, ils assisteront aux tables rondes et demain après-midi, on commencera à travailler effectivement sur certains chapitres de ce manuel. Oui, madame. Dominique Varinois, inspecteur d'histoire, Académie de Bordeaux. Monsieur Moustapha Hassani Idrissi, vous avez parlé d'une problématique générale, mais vous ne l'avez pas exprimée. Est-ce que je pourrais vous demander quelle était donc cette problématique générale qui sous-tend votre ouvrage ? On ne l'a pas encore lu, on aimerait peut-être la connaître. Voilà. Bon, la problématique générale, c'est on s'est demandé comment une entité historique méditerranéenne a pu se former à travers le temps, à travers un certain nombre de tensions de différentes sortes, ouverture, repli,
tensions d'autres religieuses ou tensions de rivalité économique entre différents espaces. Donc, l'idée, c'est de s'interroger sur cette formation de cette entité historique méditerranéenne. Et on a essayer de voir à travers chaque chapitre comment relier les problématiques de chaque chapitre par rapport à cela. Vous soulignez d'ailleurs dans votre livre que l'Empire romain, et dans sa volonté de fédération, est presque un anachronisme par rapport à l'échange qui a toujours eu lieu en permanence, cette idée que la Méditerranée, c'est d'abord du flux avant d'être quelque chose qui pourrait être dominé. Oui. Bon, c'est-à-dire que l'unité méditerranéenne ne s'est constituée qu'une seule fois à l'époque de l'Empire romain, mais c'est une unité de domination. Ce n'est pas une unité voulue, ce n'est pas une unité volontaire de l'ensemble des pays méditerranéens. Il y avait des dominants et des dominés. Donc c'est une unité entre guillemets. Hein, bien qu'on ait ici un collègue qui est le chantre de l'impérialisme romain. Bon, on plaisante là, mais... Les universités ont de l'humour. En plus. Est-ce qu'il reste une intervention? Est-ce qu'il reste une intervention dans la salle? Oui, madame. Je m'appelle Giovanna Tanzarella, Fondation René Sédou, vieil organisme qui travaille sur la Méditerranée en France. Mais je parle aussi également au titre du Réseau Romet de France, qui est un collectif d'organisation de la société civile qui a été beaucoup citée cet après-midi. Je voudrais d'abord saluer le courage, je dirais même l'audace inouïe des initiateurs de ce projet, parce qu'il me semble particulièrement courageux, si ce n'est presque téméraire. Je suis un peu gênée, et si j'étais un des auteurs du livre, je serais particulièrement gênée par le côté consensuel qui se dégage de ce cœur de louange à l'égard de ce projet. C'est suspect parce que l'histoire est un élément de débat, doit faire débat, parce qu'il se niche au sein de l'histoire des enjeux politiques majeurs. Et en Méditerranée, bien entendu, tout particulièrement. Donc, tout ce que je peux souhaiter à cet ouvrage de mieux, c'est qu'il fasse débat. Pour l'instant, on ne l'a pas entendu, ce débat. Et je pense que ce qui est intéressant, parce qu'on en a besoin de cet ouvrage, c'est difficile de parler d'un ouvrage qu'on n'a pas lu. Donc, je me sens particulièrement... Le débat est à venir. Voilà, mais c'est ce que je dis. Je dis presque officiellement, saisissez-vous d'une sorte d'invitation que par ma bouche vous est adressée pour que votre travail, qui certainement est un travail de très grande qualité, et donc il fera débat obligatoirement, sinon ça ne nous intéresse pas du tout. Donc ce n'est pas possible que ça ne fasse pas débat. Saisissez-vous éventuellement, par mon intermédiaire, de la proposition d'investir les sociétés de la zone méditerranéenne par des débats publics. Parce que je pense qu'au-delà, disons, du sourire de cette proposition, qui est vraie, hein, je pense que ça a du sens si cet ouvrage a cette destination-là de faire débat public. Parce que nous n'avons pas besoin d'une histoire unique en Méditerranée. Nous n'avons absolument pas besoin d'un récit unificateur, un peu irénique, qui ferait lisser tous les problèmes. Nous avons besoin énormément, sur la rive nord de la Méditerranée et sur la rive sud, de pensée critique, de débat critique. C'est de ça dont on a vraiment besoin, surtout en ce moment, au sud comme au nord de la Méditerranée. Et donc, première question un peu critique serait de dire, mais dans le récit français sur la Méditerranée, issu de Braudel, etc. En quoi cet ouvrage apporte un correctif ou un changement de perspective ou autre? Est-ce que c'est le moment d'en parler ou c'est demain? Je ne sais pas. Mais voilà, j'aimerais savoir. On peut en dire un mot déjà. Ça, c'est intéressant. Merci. Demain, vous serez avec Jacques Oettinger, vous serez dans les contenus et dans. Mais peut-être un mot de Luigi et un tout. Et il faut dire qu'il y a eu des débats entre nous. Quand même. Hein?
Quand même. Énormément. Par exemple, à propos de la périodisation. Et par exemple, ma proposition a été battue. Donc, mais disons, les débats qu'il y avait n'étaient pas liés à des problèmes politiques, comme vous suggérez, mais simplement à des questions d'interprétation historiographique ou de choix de l'approche plus efficace pour traiter certains problèmes. Mais franchement, les aspects politiques et les aspects du passeport que nous avons dans notre poche n'ont pas eu une influence. Et j'espère que dans le débat qu'il y aura autour de ce livre, seulement les questions historiographiques seront traitées. Moi, je voudrais citer une image que j'aime bien par un historien américain qui a été un des fondateurs de l'histoire mondiale, Leften Stavrianos, qui disait que les historiens devraient arrêter d'écrire l'histoire assis dans leur fauteuil. Lui, il disait Washington, Londres, Tokyo, nous pourrions dire Marseille, Rome, Rabat. Mais qu'ils devaient s'asseoir sur la Lune et regarder de loin et de l'extérieur l'histoire de la Terre. Alors, c'est ça l'approche. Oublier. Mais quand on travaille sérieusement, quand on a affaire avec les sources, ça c'est automatique. Et je voudrais ajouter encore une chose, pour clarifier un point qui peut être fourvoyant. C'est-à-dire, j'ai entendu parler d'identité plurielle. Alors justement, l'idée d'identité plurielle qui est évoquée aussi par, d'une certaine manière, au moins dans ce que vous dites à propos de consensus, à mon avis, n'existe pas. Parce que l'identité, tout d'abord, on peut l'attribuer seulement aux êtres humains et pas à un objet collectif, comme les identités nationales, ou un objet matériel, comme la Méditerranée, parce que la Méditerranée, c'est un lieu. Et en plus, pluriel, c'est un oxymore, parce que l'identité est unique et unitaire, et différente selon chaque être humain, parce que chaque être humain décrit une trajectoire unique dans le temps et dans l'espace. Donc, il n'y a pas un être humain qui est égal à l'autre. Donc, plutôt que parler d'identité plurielle, identité méditerranéenne, etc., ce qui évoque toujours des idées, des consensus, on s'aime bien, etc., il faut tout simplement parler d'objets historiques, c'est-à-dire la Méditerranée, elle a une certaine signification à cause de sa géographie. Il n'y a pas d'autres mers internes dans le monde qui ont des terres derrière qui sont si larges, si importantes. Et donc, c'est ça la spécificité de la Méditerranée. Et une identité méditerranéenne n'a jamais existé et ne pourra jamais exister, non seulement parce que l'identité peut être seulement référée aux êtres humains, mais aussi parce qu'il y a toujours eu des échanges, des contrastes, etc. Donc, ce qu'on a cherché n'a pas été un consensus, une identité méditerranéenne à proposer d'une manière ou l'autre pour faire la paix, pour s'aimer bien, etc. Mais tout simplement, voir comment, dans un lieu géographiquement exceptionnel, unique, se sont produits des échanges, etc. Tout simplement ça, sans autre aspect idéologique, pacifiste, etc. Un petit mot. Simplement, je dirais que le journaliste béotien que j'étais essayait de résumer en disant qu'il n'y avait surtout pas d'unité dans ce que vous décriviez, mais qu'il y avait simplement une identité qui était plurielle. Alors, j'accepte le côté subjectivité de l'identité. C'est bon, ça va marcher. Ça va. Oui. Bon, je veux dire que l'histoire que nous avons écrite n'est pas une histoire négociée. Ce n'est pas du tout une histoire négociée, c'est une histoire argumentée. Nous l'avons argumentée entre nous, il y a eu des débats, mais on n'a pas négocié cette histoire entre le nord et le sud, entre la partie orientale ou méridionale de la Méditerranée, pas du tout. Nous sommes tous convaincus de la nécessité de la pluralité des interprétations. C'est possible que notre ouvrage donne lieu à l'écriture d'autres ouvrages, d'autres opinions, une autre façon de voir l'histoire de la Méditerranée, ça sera le bienvenu. On ne demande pas mieux. Mais ce qui fait aujourd'hui le succès, ce n'est pas l'éloge d'un point de vue, c'est la philosophie générale de l'écriture de cet ouvrage. Ce qui a été applaudi, ce n'est pas
une façon d'interpréter, mais la philosophie générale. Donc si d'autres ouvrages voient le jour avec cette philosophie scientifique, une approche scientifique qui dépasse le cloisonnement, l'idéologie étroite, nationale, etc., ou ce regard étroit du nord vers le sud ou du sud vers le nord, eh ben, qu'on voit les choses autrement que nous, mais avec les bonnes intentions scientifiques, eh ben, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on espère, qu'il y ait des débats dans les journaux, dans les revues autour de ça, qu'on nous critique, qu'on nous montre nos failles, nos lacunes, nos erreurs. C'est le bienvenu, c'est ce qu'on espère. Mais maintenant, la balle est dans l'autre camp, elle n'est pas d'une autre. Mais on ne pouvait pas se présenter divisé. On ne peut pas présenter un ouvrage où le lecteur ne va pas s'y retrouver. Les débats entre nous, les différences d'opinion, on a eu beaucoup de discussions, mais on a fini par présenter cette version qui, sur la base d'une argumentation de part et d'autre. Je vous remercie. Cette conversation va se poursuivre demain matin. Elle sera modérée par Jacques Oettinger qui est à mes côtés. Moi, je voudrais conclure cette première après-midi en vous citant page 354 et en disant ceci. Cette circulation d'hommes et de marchandises, vous parlez évidemment de la Méditerranée, cet échange culturel intense entre les deux rives de la Méditerranée conduit à un énorme brassage de peuples et de cultures, dont les villes, et particulièrement les ports, ici je rajoute à Marseille par exemple, sont le théâtre le plus actif, et le journaliste que je suis, même modérateur en la circonstance, ne peut pas s'empêcher d'ajouter ceci, sauf momentanément, on l'espère, à Lampedusa. Voilà, mesdames, messieurs, merci et bonne conversation demain matin.